Je suis compulsif de fait entrer l'accusé. Ces histoires policières où tu as d'une part quelqu'un qui a fait un truc répréhensible et d'autre part des gens qui vont essayer de lui faire... essayer de connaître son histoire en fait. Donc c'était le moyen pour moi idéal d'avoir un type qui va parler et qu'on est forcé d'écouter. Les flics, ils vont l'interrompre un peu comme ça pour le plaisir, enfin pour que ça vive un peu, mais ils sont forcés de l'écouter. Et ils sont forcés d'écouter tout ce qu'il dit, vrai ou pas vrai. C'était le paradis de la narration. J'essaie toujours d'utiliser le langage qui va faire le mieux comprendre ce que raconte mon personnage. Et lui, clairement, il n'a pas envie de rigoler. Pour mûrir ce bouquin-là, ça a pris longtemps. Et j'ai vu l'évolution du dessin, en particulier de ma fille. Et j'ai vu ce que je savais plus faire, en fait. C'est-à-dire des choses pas forcément jolies, pas forcément lissées, pas forcément réalistes, mais qui avaient un sens profond. Quand elle dessine quelque chose, c'est pas pour rien. Elle dessine jamais pour rien, ma fille. Elle dessine toujours pour dire quelque chose. Sans se préoccuper que ce soit esthétisant, ceci, cela. Je leur en suis assez reconnaissant, mes enfants, parce que personne n'aurait pu faire ça à part eux. Et puis en plus, on sent bien que ce malaise que ressent le personnage à ces moments-là, à ces 2 ou 3 moments dans le livre, il vient probablement en partie de son enfance, donc ça renforce encore ce truc mystérieux de savoir qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce que c'est que ce blast qui lui arrive, qu'est-ce que ça représente pour lui, d'où ça vient. Et l'accumulation comme ça des dessins d'enfants qui semblent voir, ça, on dirait que ça le replonge dans son enfance à lui. Je ne travaille pas sous forme de planche, je travaille sous forme de dessin épars. Je prends des grandes feuilles, je dessine dedans 4-5 dessins, puis je prends celui que je préfère, sans crayonner, sans rien. Je passe le lavis, je scanne et je mets en forme, sous forme de planche. Ça, par exemple, c'est plein de personnages dessinés épars que j'ai raboutés par ordinateur. Aucun n'a la même taille, aucun n'a la bonne taille, aucun n'est juste. Et pourtant, au final, ils forment voilà, une légion de mourants que j'aurais pas réussi à faire. Avec Ferry, on a fait, mon copain Jean-Yves Ferry qui m'écrit le Retour à la Terre. On a ce qu'on appelle la théorie des 3 traits. C'est-à-dire que c'est assez un truc qui mélange l'oriental et on se dit qu'en dessin, on doit pouvoir rendre les choses les plus complexes par 3 traits. Et Sampé, il sait le faire. C'est un des rares, un des seuls qui sache le faire avec une telle, en plus, avec une telle élégance. Et donc du coup, moi, j'essaye alors évidemment, j'arrive pas à une telle épure par rapport à lui, mais c'est dans mon esprit là où j'aimerais me diriger. Quand je fais la ville au-dessus, il y a encore 4 ans, j'aurais pris une photo de ville et j'aurais dessiné immeuble par immeuble, tout ça pour avoir au final un résultat fadasse, véridique, stupidement véridique. Et là, cette ville qui est absolument improbable, puisqu'elle s'étale sur, je sais pas, tu vois, 50 étages, ça ne peut pas exister. Et pourtant, on voit une ville tout de suite. On comprend une ville tout de suite. Et en plus, on comprend une ville oppressante. Donc en fait, je me suis aperçu qu'avec ces 3 traits, paradoxalement, on pouvait dire bien plus de choses que quand on en faisait des caisses et des caisses et des caisses. J'ai jamais tellement aimé mes livres, et souvent j'en ai eu honte du dessin. Et dans celui-là, il y a très peu de cases dont j'ai honte. Donc je suis très content, et j'emmerde les gens qui ne le sont pas. Je vais vous montrer la page qui, selon moi, dans ce pavé monumental d'environ 200 pages, est pour moi la plus réussie. Mais alors, elle n'est pas spécialement extraordinaire à regarder. C'est celle-ci. C'est la scène où le personnage s'échappe d'un asile psychiatrique, d'un hôpital psychiatrique. On n'est plus en 1813. En cassant une fenêtre avec une chaise et en sautant du 1er étage, on va dire. C'est la plus belle page que j'ai jamais faite de ma vie. On voit le type qui casse la vitre, on comprend parfaitement ce qui se passe. Après, il sort, comme il est obèse et gros, il a du mal, il saute. Et la case que je préfère de tout le livre, c'est celle où il tombe à terre. Il tombe comme un gros, il tombe pas comme un gringalet ou comme un enfant ou comme quelqu'un qui est agile. Il tombe comme quelqu'un qui est obèse, comme une pauvre merde, quoi. Et ce mouvement-là, je l'ai travaillé pendant des heures, vraiment, mais vraiment, hein, des heures et des heures et des heures, avant d'obtenir ces 3 pauvres traits qu'on remarque pas quand on lit l'histoire, et qui pour moi sont la quintessence même de l'action, quoi. J'avais la première case, c'est-à-dire qu'il se baladait avec son père, ça sentait un peu le dimanche midi ou le dimanche après-midi morbide, là, ou quand on va voir des parents par obligation, c'est un peu triste, quoi. Et puis par le plus grand des hasards, j'ai caché le personnage, mon personnage principal, et j'ai vu le père seul avec son chien, et je trouvais que ça faisait une belle succession de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on marche un peu avec son père au début, puis après
Il fait chier, donc on le laisse tout seul, quoi. C'est pas grand-chose, quoi, mais c'est des choses que j'aurais pas réussi à exprimer avec des mots, ni même avec un discours. Pas avec des mots écrits, ni avec des mots sous forme de discours. Donc il y a des choses que j'arrive à faire que en dessin. C'est très bizarre. Tout ça est une question d'expression, d'essayer de dire des choses aux gens. C'est ça qui est bien dans la bande dessinée, c'est qu'il y a des mots et du dessin. Et donc quand j'arrive pas à dire les choses en mots, des fois par hasard, en cachant un truc, ça te paraît évident que c'est comme ça qu'il faut le faire et tu arrives à dire ce qui était indicible. Voilà. Le père, il avait un vrai visage au début et ça marchait pas. Ça marchait tout simplement pas. C'était un père. C'était mon père. Voilà. Celui-là, c'est aussi mon père, mais il amène cette question de se dire mais c'est un oiseau. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Tu vois, de mettre le lecteur dans une sorte de il ne faut pas être sûr, quoi. Pour lire ce genre d'histoire, il ne faut pas qu'il soit sûr. Il faut que jamais, à aucun moment, le lecteur soit sûr. La toute première chose que m'a dit, la première fois que j'étais voir un psychanalyste, pardon, parce que ma vie devenait impossible, c'est-à-dire que j'avais été interné, tout ça allait très très mal. Et donc, c'était ma dernière chance, donc il fallait que j'aille voir un psychiatre. J'ai été voir ce psy, et je ne savais pas quoi lui dire, parce que quand tu ne connais pas, tu ne sais pas quoi dire à quelqu'un comme ça que tu ne connais pas. Et il m'a dit un truc qui m'a marqué, mais qui est d'une connerie stupéfiante. Il m'a dit, vous avez le nez contre vos problèmes sont un rocher, au milieu d'une vallée, et vous êtes tout contre, comme ça. Vos problèmes ne vont jamais disparaître. Mais un jour, avec un peu de chance, vous allez vous écarter et pouvoir éventuellement le contourner. C'est stupide. Et pourtant, ça a été un éclair. Et ça, c'est le résultat. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'écarter assez de mes propres obsessions pour pouvoir en parler. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas disparu, rien n'a disparu. La mort de mon père n'a pas disparu, l'angoisse de la peur, du démembrement, de l'obésité, toutes ces choses qui me travaillent de manière très insidieuse tous les jours, n'ont pas disparu, aucune d'entre elles. Simplement, je change d'angle pour les regarder.